Chers internautes, bonjour. Voici l'interview de la semaine, consacrée aujourd'hui à la libération de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui était détenu depuis plus de 7 ans à la Cour pénale internationale. Cette chaîne YouTube est indépendante, donc merci à ceux qui le peuvent de nous soutenir via Tipeee, afin que nous puissions continuer cette aventure journalistique. Sans plus tarder, avec nous aujourd'hui Fanny Pigeot. Fanny, bonjour. Alors vous êtes journaliste, écrivain, vous avez notamment travaillé pour Mediapart et vous avez écrit un livre sur la crise ivoirienne intitulé « France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée », sorti en 2015 aux éditions Vent d'ailleurs. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci de m'avoir invité. Alors tout d'abord, sur un plan purement judiciaire, pouvez-vous nous résumer ce feuilleton qui s'est déroulé à la CPI, en particulier depuis 3 semaines, entre l'annonce de l'acquittement de Gbagbo et de Blé Goudé, et puis celle hier de leur liberté conditionnelle? Alors, donc, si on se souvient bien, le 15 janvier, les juges de la Chambre de première instance ont décidé d'acquitter Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, et ont ordonné leur libération immédiate. Ça, c'était donc le 15. Et à ce moment-là, le bureau de la procureure, Fatou Bensouda, s'est opposé à la question de la libération immédiate en disant qu'elle avait l'intention de faire appel sur la question de l'acquittement. Et en fonction de ce projet d'appel, elle voulait empêcher que les 2 hommes soient libérés. Donc elle a fait appel devant la chambre de première instance qui s'est réunie le lendemain, le 16. Et à nouveau, les juges de la chambre de première instance ont dit qu'il fallait les libérer immédiatement. Alors à ce moment-là, je crois que ça se passait en milieu d'après-midi. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient considérés officiellement libres. Et puis dans la soirée, il y a eu une nouvelle surprise. Le procès on a eu beaucoup. Nouvelle surprise, le bureau du procureur, ou de la procureure plutôt, a décidé de saisir la chambre d'appel de la CPI. Alors là, c'est un processus un peu compliqué, qui est assez tordu, puisque ces juges de la chambre d'appel ont dit on va se réunir, mais d'ici là, on les garde en détention, ce qui était quand même assez stupéfiant de voir 2 personnes acquittées gardées en détention. Mmh. Et finalement, ça s'est fini par le 1er février, une nouvelle audience avec cette chambre d'appel qui a décidé de les libérer, ce qui n'était pas forcément évident parce que la procureure demandait mieux qu'ils soient maintenus en détention, de les libérer avec des conditions extrêmement sévères. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si la procureure s'est permis de faire cette demande, c'est parce qu'il y a un article dans le statut de Rome, qui est le texte fondateur de la CPI, un article qui dit que donc deux personnes qui sont acquittées doivent être remises immédiatement en liberté, mais s'il y a des circonstances exceptionnelles, par exemple un risque d'évasion, la chambre de première instance peut, à la demande donc du procureur, ordonner le maintien en détention d'accusés pendant la procédure d'appel. D'accord. C'est là-dessus que s'est fondée la procureure pour faire son appel. C'est quelque chose de comme vous l'avez rappelé, qui est quand même très rare que des personnes qui soient acquittées, enfin c'est même quasiment du jamais vu, qu'une personne acquittée soit maintenue en détention, ou en tout cas pendant plusieurs semaines. Il faut beaucoup chercher dans l'histoire des juridictions nationales et internationales des cas similaires, ça n'existe pas. Et puis alors en plus les conditions qui sont imposées à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en fait sont équivalentes à une assignation à résidence, puisqu'ils vont devoir rester dans un pays européen et avec des conditions, par exemple ils vont devoir, s'ils veulent quitter la commune où ils seront reçus, il faudra qu'ils aient avant ça l'autorisation de la CPI, on leur retire leur passeport, ils devront chaque semaine se présenter, se signaler auprès des autorités policières judiciaires, enfin bref, c'est tout un arsenal qui effectivement... Et pour l'instant, ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et voilà, ils ne peuvent absolument pas rentrer en Côte d'Ivoire. D'accord. Certains estiment que la CPI a, cette fois encore, échoué dans sa mission de condamner un dictateur sanguinaire. Qu'en pensez-vous? Alors ça, c'est effectivement ce que disent certains. Ce qu'il faut... Bon, après, il faudrait refaire toute l'histoire de cette fameuse crise post-électorale qui a abouti à ce processus de la CPI, pour comprendre que tout ça, ceux qui disent ça sont pas très proches de la réalité. On a tout fait pour présenter Laurent Gbagbo comme un dictateur, et effectivement comme un dictateur sanguinaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet acquittement, il est assez logique parce que, d'abord,
la procureure, encore une fois, n'a absolument pas réussi à prouver quoi que ce soit de ces affirmations. Et la principale étant que Laurent Gbagbo aurait conçu avec son entourage un plan commun visant à l'aider à se maintenir au pouvoir à tout prix et en faisant tuer des civils et en les ciblant selon des critères ethniques. Ça, c'était sa thèse de départ, qu'elle n'a jamais réussi donc à prouver. C'était même un fiasco complet. Et alors effectivement, il y a eu des crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire pendant cette fameuse crise post-électorale et de part et d'autre. Et on était dans un contexte de guerre, donc forcément ça a abouti à un certain nombre de violations des droits de l'homme. Mais ces violations des droits de l'homme ne constituaient pas forcément des crimes contre l'humanité et Laurent Gbagbo n'en était pas forcément responsable. Et donc c'est ça qui, effectivement, la procureure n'a pas du tout réussi à prouver. Et cet acquittement, on peut le voir comme assez logique. C'est un échec, pas forcément pour la Cour, sauf qu'elle a quand même gardé un homme pendant près de 8 ans pour rien. Mais c'est un échec évident pour le bureau du procureur ou de la procureure. Au départ, c'était un homme, c'était donc une femme. Ça, c'est un échec pour le bureau du procureur qui a monté un dossier de toutes pièces et qui en a fait une catastrophe. Alors justement, vous dévancez ma prochaine question. À propos de ce procès, il y en a qui ont parlé d'un procès hors norme, à plus d'un titre. Vous avez cité donc la longueur de la détention préventive de Laurent Gbagbo. Par rapport aux normes judiciaires de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas terrible, 7 ans en préventive, surtout quand on est déclaré innocent en première instance. Le dossier uniquement à charge du procureur, qui était Ocampo au départ, et vous avez cité Fatou Bensouda maintenant. Et une enquête donc uniquement à charge et sur un seul des protagonistes, Laurent Gbagbo, et pas du tout sur le camp Ouattara. Mais aussi le fait que ce procès soit interrompu avant même que la défense ait pu commencer à présenter des témoins. Ça aussi, c'est quelque chose c'est du rarement vu à ce niveau-là, un procès aussi important, que l'accusation s'effondre avant même que les témoins de la défense aient pu être présentés. Quelle est votre analyse ? Est-ce que vous pensez que ce procès a pu se dérouler vraiment dans de bonnes conditions ? Alors ce procès a été très étrange, donc il a duré près de 3 ans, 231 jours d'audience que j'ai regardé en grande partie, mais dès le début on sentait bien que, encore une fois, quand on sait que ce dossier a été monté de toutes pièces pour des raisons politiques, moi par exemple je savais que ça allait mal tourner pour l'accusation, ça allait forcément finir par un fiasco, mais dès le début les témoins qui étaient présentés donc c'était l'accusation, donc 82 témoins avaient des récits incohérents ou imprécis, ou bien pour une bonne partie d'entre eux qui étaient les témoins les plus importants, étaient à décharge pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goulet. Et à un moment donné, le procureur a même déclaré plusieurs d'entre eux témoins hostiles, alors que c'était ses propres témoins. Alors il y a ça, et puis il y a aussi des choses qui ont été... Il y a eu visiblement des faux documents qui ont été présentés par le procureur. Il y a eu à un moment donné des images présentées comme venant de Côte d'Ivoire. En réalité, elles avaient été tournées au Kenya. Enfin, il y a eu un certain nombre comme ça d'erreurs grossières. Il y a eu des dysfonctionnements aussi. Et puis très vite, on a vu aussi que les 3 juges de la Cour pénale, de cette chambre de première instance, étaient lassés par cette situation. Si bien que ce sont eux, en fait, qui ont suggéré fortement à la défense de renoncer à faire témoigner ces témoins à elle, et avant même, donc, enfin, à la fin de l'audition des témoins de l'accusation, parce que c'était les premiers à passer. Et alors ça, effectivement, c'est du jamais vu que devant une juridiction internationale, qu'on se passe de l'audition des témoins de la défense, ça ne s'est jamais fait, d'après ce que j'ai pu voir et comprendre. Jusqu'au bout, on a vu comme ça mais dès le début, cette procédure, de toute façon, avant même le procès, était très étrange, puisque Laurent Gbagbo avait été transféré en novembre 2011 à La Haye, au siège de la CPI, et puis en 2013, il y a eu une audience de confirmation des charges, donc il devait déterminer si oui ou non il fallait l'inculper. Et à ce moment-là, les juges de cette chambre préliminaire qui était chargée de ça ont dit eh ben non, en fait, le dossier est trop faible, on ne peut pas l'inculper. Et à ce moment-là, ils étaient 2 à dire ça sur 3 juges. Et les décisions se prennent à la majorité. Et logiquement, ils auraient dû dire, puisqu'on n'a pas les moyens d'inculper, on le libère. Et en réalité, ils ont choisi une autre voie qui est complètement, là aussi, qui était stupéfiante. Ils ont dit, finalement, on va donner 1 an supplémentaire à la procureure pour compléter son enquête. Pour revoir sa copie, et en attendant, les prévenus restent en prison. Alors, voilà. sur le fond du dossier, il y a des élections présidentielles en Côte d'Ivoire en 2020. Pensez-vous que l'actuel président ivoirien Ouattara, mais aussi certains intérêts français, ne souhaitent pas que Laurent Gbagbo puisse participer à ces élections, et donc qu'ils aient pu peser sur la décision de liberté conditionnelle ? Alors, ce qui est sûr, c'est que la décision d'acquittement qui a été annoncée le 15 janvier a
a créé la panique. En fait, personne ne s'y attendait parce que tout jusque-là semblait tellement se dérouler avec des questions politiques derrière. Mais bref, ça a beaucoup surpris apparemment les responsables ivoiriens, mais aussi à la défense, un certain nombre de la défense, c'est assez étonné que tout se finisse aussi bien et rapidement. Enfin, rapidement, c'est relatif, évidemment. Mais donc, effectivement, il y a eu des pressions à partir du 15 janvier. Il y a eu des pressions, d'après ce que j'ai pu comprendre, en direction de la CPI, venue de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Maroc, entre autres, parce que le Maroc a des intérêts en Côte d'Ivoire, et puis le roi du Maroc est proche des autorités ivoiriennes actuelles. Des pressions pour éviter une libération immédiate et sans condition. Donc on peut imaginer que tout ça a joué et que le pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire n'a pas très envie que Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire, parce que ça va évidemment bouleverser complètement le jeu politique ivoirien. Et aujourd'hui, l'actuel pouvoir est très isolé, a perdu ses alliés les plus importants. Malgré le rassemblement des Houettistes là, qui a été créé récemment. Alors effectivement, ils ont essayé de créer un parti avec d'autres qui en réalité se sont désistés avant cela. Donc le parti d'origine auquel appartient Alassane Ouattara se retrouve un peu seul. Son grand allié de 2010 contre le parti de Laurent Gbagbo de l'époque. Donc ce grand allié, c'est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire présidé par Henri Konan Bédié. Donc il s'est détaché complètement. Mais ils sont plus du tout proches, ce parti-là et celui de Alassane Ouattara. Donc c'est un peu compliqué pour le pouvoir actuel. Et si Laurent Gbagbo revient dans tout ça, ça va être très difficile pour lui de tenir, parce que Laurent Gbagbo reste extrêmement populaire, voire il l'est maintenant sans doute plus dans son pays qu'avant sa détention. Alors sur le fond du dossier, les médias mainstream répètent que Laurent Gbagbo a perdu les élections en 2010, qu'il s'est accroché au pouvoir et qu'il est directement responsable des massacres qui ont eu lieu. Alors sur les élections elles-mêmes, est-ce que c'est vrai qu'il a perdu les élections en 2010, on en est sûr ? Alors, moi, mon point de vue sur la question est assez différent, parce que si on regarde bien ce qui s'est passé, on se rend compte qu'en réalité, le processus électoral était complètement contrôlé par la commission électorale indépendante, elle-même contrôlée par le parti et les alliés d'Alassane Ouattara. Et dès le premier tour, en réalité, il y a eu des irrégularités, des tripatouillages, et puis ça s'est poursuivi au second tour. Donc moi, je dirais que c'est pas un processus qui a été correct. Et d'ailleurs, si bien qu'au premier tour, en réalité, Alassane Ouattara n'arrivait pas en deuxième position, mais arrivait en troisième position. Et il y a eu des pressions pendant 2 semaines sur Henri Konan Bédié, qui lui est arrivé second, pour qu'il accepte de laisser sa place à Alassane Ouattara. Tout ça s'est passé dans les coulisses, évidemment. Mais voilà, le processus électoral n'a pas du tout été clair, et il y a eu des bourrages d'urnes dans la partie nord du pays qui était contrôlée par la rébellion des forces nouvelles pro-Ouattara. Enfin, bref, voilà, il n'y a pas... Aujourd'hui, il y a eu une prise aussi de partisanes... Les organisations internationales comme l'ONU, la France et le FMI notamment ont pris parti pour Alassane Ouattara de manière évidente, mais sans respecter en réalité d'abord les institutions ivoiriennes et la constitution ivoirienne. Bref, il y a eu un gros tripatouillage. Oui, parce que la constitution ivoirienne prévoyait un recomptage des voix géré par le Conseil constitutionnel. Alors, donc Gbagbo demandait le recomptage des voix. Et alors j'apprends peut-être à certains internautes, je crois que ça a été révélé par François Mattei, c'est l'ONU qui a opéré, qui a procédé ou qui a demandé à ce que soit procédé à la destruction des bulletins de vote à peu près un mois après les élections. C'est quand même assez troublant. Tout ça reposait sur un mandat très très étrange, ou plutôt qui n'était pas réalisable, un mandat confié à l'envoyé spécial de l'ONU à l'époque en Côte d'Ivoire. Lui, il avait pour mandat de dire si l'élection, en gros, s'était passée dans des constitutions correctes. Il n'avait pas pour mandat de dire qui avait gagné et quel était le décompte. Or, c'est ce qu'il a fait. Et ça a beaucoup joué sur la suite, parce qu'il a pris lui aussi parti pour Alassane Ouattara. Mais à ce moment-là, si on regarde ce qui s'est passé, on se rend compte que les pressions de l'ambassadeur de France à l'époque à Abidjan et de l'ambassadeur des États-Unis à Abidjan ont été très fortes sur cet envoyé spécial de l'ONU. Monsieur Choi, non, c'est pas ça son nom? C'est ça. Et
Et finalement, il s'est retrouvé à faire ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Et il a annoncé en plus le résultat depuis le QG de campagne de Ouattara, ce qui est un petit peu Oui, et en bizarre. plus, non, là c'était le président de la commission électorale. Ah d'accord, pardon. Enfin voilà, il a pris des positions qui n'entraient pas du tout dans son mandat, et il a violé son mandat, et il a été poussé à le violer, et ça a été un facteur qui a aggravé la crise qui était en train de se jouer. Bah alors, à propos du rôle de la France, on en a parlé plusieurs fois pendant cette interview. C'est vrai que les présidents français clament depuis un certain temps que la France-Afrique appartient au passé. Mais vous avez révélé au grand public l'existence d'un échange de mails aussi occulte que troublant entre la France, Ouattara et la CPI. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que avec Mediapart, on a eu accès à un certain nombre de documents qui ont montré notamment que, alors que cette fameuse crise post-électorale était à ses tout début décembre 2010. Donc Gbagbo était au pouvoir à ce moment-là en Côte d'Ivoire. C'était vraiment le moment où il y avait cette bataille autour des résultats. Donc Laurent Gbagbo avait été élu par le Conseil constitutionnel ivoirien, qui est quand même la plus haute organe qui peut décider ça. Et Alassane Ouattara, lui, a été reconnu élu par la communauté internationale, ce qui ne veut pas grand-chose. Pas dire grand-chose, mais on ne l'a pas souligné à l'époque. Toujours est-il que la crise commençait tout juste. Excusez-moi, je vous coupe, mais souvent, ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est en gros, c'est les pays qui composent l'OTAN avec les États-Unis en tête, et puis un certain nombre de pays qu'ils ont réussi à convaincre. Oui, et puis le Conseil de sécurité de l'ONU, surtout, en tout cas, ceux qui dominaient à ce moment-là, c'est la France et les États-Unis. Évidemment, les autres ont suivi. Mais il y a eu ensuite des oppositions de la Chine, la Russie, sur certaines décisions. Mais en tout cas, avant même qu'il y ait des violences, les documents qu'on a pu consulter avec Mediapart montraient qu'il y a eu des contacts entre Alassane Ouattara, le procureur de la CPI, et la diplomatie française. C'est-à-dire qu'il y a eu collusion, visiblement, avant même qu'il y ait des violences. Ça, c'est extrêmement grave. Je souligne, mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que, encore une fois, il est évident que le procureur avait pris parti pour une des parties en conflit. Et puis ça s'est poursuivi pendant plusieurs mois parce qu'à ce moment-là, avant même les violences, en fait, le plan, visiblement, c'était de conduire Laurent Gbagbo devant la CPI. Et ils ont cherché pendant des mois le moyen de pouvoir réaliser ça avec un problème, c'est que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié le statut de Rome, qui est le texte fondateur de la Cour pénale. Et donc, ils ont essayé de trouver les moyens légaux, ils n'ont jamais réussi. Et finalement, le 11 avril 2011, lorsque Laurent Gbagbo a été arrêté à l'issue d'une opération militaire française au sol, auprès des fameux rebelles, là, Laurent Gbagbo donc, a été arrêté. Et à ce moment-là, il y a un échange de nouveau de mails entre les diplomates français. Dans cet échange de mails, il est dit que un collaborateur du procureur Ocampo souhaite que Ouattara ne relâche pas Gbagbo et qu'un État de la région renvoie l'affaire à la CPI au plus vite. Alors, dit comme ça, on ne comprend pas trop, mais en réalité, à ce moment-là, la CPI n'avait absolument rien contre Gbagbo, il n'y avait aucune enquête qui avait été menée, n'avait aucune base légale pour faire quoi que ce soit contre lui, mais demande, en tout cas le procureur demande à ce que Gbagbo soit maintenu en détention. Et c'est ce qui s'est passé, il a été placé en détention dans une petite maison au nord de la Côte d'Ivoire, dont il n'est pas sorti pendant près de 8 mois, de manière très rare. Il n'avait pas la lumière du jour, les volets étaient fermés, donc c'était dans des conditions difficiles. Et ce n'est que plusieurs mois après que finalement, n'ayant toujours pas trouvé de solution plus simple, le bureau du procureur s'est auto-saisi pour lancer une enquête sur lui. Et puis, à peine l'enquête était soi-disant lancée, qu'il était transféré à la CPI. Donc voilà, ça s'est fait rien n'a été fait visiblement dans des conditions légales très, très nettes. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Fanny Pigeot, je rappelle le titre de votre ouvrage « France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée », sorti en 2015 aux éditions Vendailleurs. Et merci et à bientôt.